Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu compliquée de confinement. Donc là je vous retourne la vidéo, j'avais galéré, je vous la sors un peu en retard. Aujourd'hui on va parler d'une thématique assez complexe. Donc je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu, c'est une vidéo assez compliquée pour moi à faire. Je sors un peu de ma zone de confort, c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais vu qu'on est confiné, que je peux pas aller en stage, il faut bien que je trouve des vidéos et je pense que celle-là est assez importante. Vous me direz dans les commentaires vos idées de prochaines vidéos explicatives comme ça. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est engrais, traitement, bio, directive nitrate. Donc pour ceux qui se connaissent dans le métier, vous n'allez pas forcément apprendre grand chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop le métier, là vous êtes au bon endroit pour avoir la vraie vérité et je vais vous expliquer le plus simplement possible avec un petit montage bien sympathique pour que tout le monde comprenne, c'est le but. Alors, pour commencer, je vais vous parler tout d'abord du sol, ensuite je vous parlerai des engrais, amendements, ensuite des traitements bio et ensuite tout ce qui est pollution et réglementation, notamment directive nitrate et certificato. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer avec le sol. Alors, le sol, c'est un petit peu comme un frigo, pour faire simple. Il y a différents éléments nutritifs dedans pour les plantes. Là, derrière moi, c'est un champ de blé. Et forcément, ce frigo, à force que les plantes mangent, et bien, à force, ce frigo, il se vide, forcément. Donc, nous, en contrepartie, il faut qu'on remplisse ce frigo. En gros, qu'on fasse les courses pour le frigo. Donc, notre sol. Le but va être d'apporter différents éléments comme par exemple la chaux, donc la chaux qui va permettre de remonter le pH, donc le potentiel hydrogène, puisque la chaux est basique et un sol trop acide ne fonctionnera pas bien. Les éléments pourront être moins facilement absorbés, ainsi que les petits êtres vivants à l'intérieur du sol vont avoir du mal à la minéralisation de l'humus, etc. Là, vous avez le graphique qui vous montre à quel pH chaque élément va pouvoir être mieux assimilé dans le sol. Donc on va pouvoir mettre de la chaux pour augmenter ce pH et tourner autour des 6,5-7, donc au niveau du neutre. Et ensuite, on va s'intéresser principalement au NPK, donc N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. Pour les petits curieux, je ne voulais pas trop en parler, je vous affiche le cycle de l'azote, donc qui parle de la minéralisation et un petit peu des pollutions de l'air du cycle de l'azote. Donc ces trois éléments-là, c'est les trois éléments les plus importants pour faire pousser une culture. Après, on a d'autres éléments, comme je vous l'ai dit, le pH et également, on va avoir du bore et d'autres éléments. On ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. On va rester assez simple. Le but étant que tout le monde comprenne. Donc maintenant, j'en viens à ma deuxième partie qui sont les engrais et amendements. Donc je viens aux engrais et amendements. Donc, qui vont nous permettre d'apporter cet NPK. Donc, tout d'abord, on trouve les amendements. Ça va être tout ce qui va être fumier, lisier, fientes de volaille, donc tout ce qui va être déchets animaux et également des déchets végétaux, mais ça, on ne va pas en parler ici. Alors, je m'arrête un petit instant. Pour faire simple, les amendements vont servir au sol et les engrais vont servir aux plantes. Donc pour les déchets animaux, donc le fumier, c'est tout simplement de la paille de blé ou d'orge, enfin de la paille tout court, mélangée après tout simplement à la merde des animaux, notamment des vaches. Donc ce fumier, il a une valeur de NPK et va nous permettre d'apporter des éléments NPK dans notre sol pour nourrir. Le problème, c'est que généralement, on y viendra au niveau des réglementations. On est assez limité, on ne peut pas mettre la quantité illimitée de fumier qu'on veut pour que les plantes en aient, pour qu'elles aient ce qu'il faut, puisque il va falloir tant d'azote, mais il ne faudra pas beaucoup de phosphore et encore moins de potasse, donc c'est pas équilibré. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas d'excès pour éviter les pollutions, ça on y reviendra en fin de vidéo. Donc on se tourne vers les engrais chimiques qu'on épand. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'épandage de fumier en haut, que je vous mettrai, ainsi qu'une vidéo d'épandage d'engrais solides, donc sous forme de petites billes qui vont fondre après et pénétrer dans le sol. Il existe aussi une version liquide en pulvérisateur. C'est le même pulvérisateur qui servira pour les traitements qu'on verra par la suite. Ensuite, pour ces engrais, donc on ne peut pas mettre la quantité qu'on veut, mais il existe différents engrais. Par exemple, je prends le 18-46, 18 d'azote, 46 de phosphore, qui est un engrais starter, donc et après 0 de potasse, il n'y en a pas. Ça, c'est un engrais par exemple qu'on met généralement pour le maïs, qui va servir à l'implantation du maïs. Donc ce
Sur 100 kg de ce produit, de cet engrais solide, c'est en général engrais solide, on va trouver 18 unités, donc 18 kg d'azote sur ces 100 kg au total et 46 de phosphore, donc 46 unités de phosphore au total. Pour faire simple, c'est ça. Donc après, pour savoir connaître la dose qu'on doit mettre sur nos champs, ça va dépendre de notre culture, à ce qu'il y avait avant. Des chaumes de blé ou un couvert végétal qu'on ne récolte pas, une plante qu'on ne récolte pas, qu'on va broyer, va réamener de l'azote dans le sol. Donc ça, on va le prendre en compte et mettre moins d'engrais. On va également prendre en compte, par exemple, l'eau d'irrigation du maïs. L'eau apporte des nitrates, de l'azote. Donc tout ça, on va prendre différents paramètres et créer un plan de fumure qui va nous permettre de savoir quand apporter la dose au bon moment. Et donc ensuite, on reparlera des engrais un petit peu plus tard au niveau des pollutions et directives nitrates, tout ça. Je passe maintenant à la troisième partie sur les traitements. Donc là, on arrive un petit peu sur le sujet le plus sensible qu'on peut trouver. Donc les traitements, il en existe principalement deux. Le traitement fongique et le traitement herbicide. Il existe également le traitement insecticide, donc contre les insectes, par exemple les pucerons du blé qui vont attaquer les tiges et boire la sève du blé pour le tuer. Donc je ne vais pas trop en parler parce que par chez nous on en fait très peu des insecticides, donc je m'y connais mal sur le sujet. Mais en gros, pareil, il y a des doses à respecter, c'est la même chose que pour l'herbicide et le fongicide. Donc fongique, c'est comme son nom l'indique pour les maladies, et herbicide tout simplement pour l'herbe. Donc je vais prendre par exemple l'exemple d'un traitement fongicide blé. Donc je vais prendre par exemple un traitement contre la septoriose en blé. Donc on va prendre 1 litre de produit, donc de fongicide, le produit qui va nous permettre de supprimer, d'aider notre culture à la soigner, comme nous on se soigne nous. Donc on va mettre 1 litre pur de produit, dilué dans de l'eau, donc dans notre pulvérisateur, dilué par exemple 900 litres d'eau, et on va mettre un bidon de 10 litres dedans, et avec ce bidon de 10 litres et une quantité d'eau, on va pouvoir faire par exemple 10 hectares pour traiter contre une maladie. Pour l'herbicide, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en général, on met moins de quantité de produits. On tourne au général autour des 0,3 à grand maximum 1 litre, 1,3 litre par là d'herbicide. Donc, comme son nom l'indique, va permettre d'éliminer l'herbe qui peut faire de la concurrence alimentaire, tout simplement, et au niveau du soleil pour la photosynthèse de notre culture. Comme vous voyez, il est assez propre, le blé derrière moi. Et il n'est pas pour le moment malade. Donc ça, c'est un petit peu les traitements. Alors pareil, on ne met pas ce qu'on veut comme traitement, on ne met pas comme on veut, puisque au niveau des épandages, on va déjà jouer, nous, le but c'est d'impacter le moins possible la nature et également de pouvoir sauvegarder notre portefeuille et dépenser le moins possible, puisque mine de rien, tous ces engrais et traitements coûtent très cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système du coup de pulvérisation la nuit. Alors c'est pas du tout pour se cacher comme certaines personnes pourraient le croire, c'est plus qu'on a une hygrométrie pour l'absorption des plantes et une hygrométrie au niveau du sol qui va permettre l'absorption de l'engrais et également des fongicides par exemple ou des herbicides, puisque les plantes c'est plus facile pour les plantes d'absorber le produit qu'on met. Également on fait ça parce qu'en général, il y a moins de vent. On n'a pas le droit d'épandre, par exemple, comme aujourd'hui, il y a trop de vent. De 19 km/h, on n'a pas le droit. Et du coup, on va faire ça. Et la nuit, les animaux et autres insectes, en général, dorment. Donc, on dérange moins toute cette biodiversité. Donc, nous, en tant qu'agriculteurs, on met aussi en place des choses pour limiter notre impact sur la nature également. Ensuite, je viens à la quatrième partie, le bio. C'est à la mode en ce moment. Les gens parlent beaucoup de ça, bio, etc. Donc moi je vous explique, pour ceux qui ne sauraient pas, qui achètent bio comme ça, mais ils ne savent pas pourquoi, etc. Donc bio tout simplement, ça va être des animaux menés ou des cultures menées sans traitement chimique. Sur les animaux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les soigner avec des antibiotiques ou des anti-inflammatoires, etc. Mais c'est qu'ils vont avoir de l'aliment bio. Après, ceux qui sont en bio ne peuvent pas faire autant d'antibiotiques, autant d'anti-inflammatoires qu'ils veulent. Ils sont surveillés et il me semble, je ne connais pas trop à ce sujet-là, mais il me semble que c'est maximum 1 antibiotique par an et par animal en cas de gros besoins, de grosses maladies
qu'on ne peut pas soigner autre qu'avec des huiles essentielles. Donc les bio vont pouvoir jouer sur du fumier et du lisier pour apporter la nourriture, leur NPK au sol, et ils vont également jouer avec des engrais également ou des produits à pulvériser bio, tout simplement, comme du purin d'ortie par exemple. On a aussi des engrais solides à base d'algues, du soufre en pulvérisation. Alors évidemment, nous en conventionnel, ceux qu'on utilise du chimique, on peut très bien utiliser du soufre ou mettre de l'ortie, du purin d'ortie. Donc tout ça, c'est pas parce qu'un agriculteur sort le pulvérisateur qu'il met forcément du chimique. Même un bio peut sortir le pulvérisateur et épandre quelque chose pour ses cultures. Il faut savoir qu'on a un porte-monnaie à gérer, on a également une entreprise à faire fonctionner. Donc notre but, c'est pas de claquer des sous pour faire pousser notre culture. Mais le problème, c'est que si on la laisse comme ça, sans la toucher, sans rien y faire, on va perdre de l'argent, on va rien gagner en argent. Donc il faut aussi qu'on arrive à vivre. Je viens maintenant à notre dernière partie sur pollution, réglementation, certificats. Donc pour pouvoir pulvériser et épandre de l'engrais, on doit passer, donc moi j'ai passé un diplôme qui s'appelle le certificat, qui atteste qu'on a suivi une formation sur les risques, les protections à avoir pour pouvoir le pulvériser. En gros, on est formé sur ces 2-3 jours en général. On est formé pour pouvoir utiliser des produits. Et c'est également à renouveler ce certificat, refaire la formation tous les 5 ans. N'importe qui ne peut pas pulvériser un produit ou épandre de l'engrais. Ensuite, nous venons en termes de pollution. Quand on parle de pollution, en général des nitrates. Alors le problème, c'est l'azote principalement, donc le N. Cet azote, si on l'apporte en trop grande quantité d'un seul coup, en pleine journée par exemple, il va y avoir de l'évaporation de ces granulés. Si on l'emmène en solide, on va avoir une évaporation de cet azote qui va se retrouver dans l'air. Donc ça, c'est une première source de pollution très minime, c'est très très minime. Et ensuite, on a une deuxième forme de pollution, c'est quand on en met trop, pas forcément au bon moment, ou qu'on en met trop l'hiver par exemple, avoir des lessivages avec l'eau. L'eau va emmener cet azote et va se retrouver dans les fossés et également après dans des cours d'eau, dans la mer, ce qui va créer pollution au nitrate dans les eaux, les algues, etc. Pour régler ce problème-là, en Vendée, nous sommes classés en zone vulnérable, donc c'est-à-dire qu'on est soumis à une directive nitrate, à une loi que je vous afficherai ici. Et je vous mettrai un lien en description si vous voulez la voir plus en détail. Elle est assez compliquée à comprendre et elle est assez longue. Donc je ne peux pas en parler dans la vidéo. Je ne peux pas parler que de la directive nitrate. Mais je vous mets un petit lien si ça vous intéresse. Dessus, on y retrouve un petit peu les dates d'épandage. On n'a pas le droit d'épandre du fumier quand on veut, au moment où on veut, la quantité qu'on veut. On est limité à 170 kg d'azote organique par hectare et par an. Et également des dates. Là par exemple, en plein mois de juillet, interdiction d'épandre quoi que ce soit. Il n'y a pas de pluie, donc pas de pénétration dans le sol, pas d'assimilation, donc il y a des risques de pollution. Et il y a également une dernière chose qui a été mise en place à la directive nitrate, ça s'appelle les CIPAN. Donc c'est culture intermédiaire piège à nitrate. En gros, l'hiver, on n'a pas le droit de laisser un sol nu, donc sans culture. Donc on va mettre en place un couvert végétal, tout simplement de la moutarde par exemple. Et en fait cette culture tout au long de l'hiver, en cas de lessivage, de très fort lessivage avec la pluie, cette culture va retenir l'azote et donc éviter les pollutions. On va également mettre en place près des mares et des cours d'eau des distances d'épandage à respecter. En général c'est 5 mètres de bande enherbée obligatoire et on n'a pas le droit de venir traiter ou de travailler ici. Donc voilà, on est très encadré. Je pense que c'est une bonne chose d'être encadré comme ça. Nos grands-parents ne l'étaient pas. Forcément, ça nous enquiquine un peu forcément. Mais je pense que c'est une bonne chose d'être encadré puisque c'est nous après qui buvons cette eau, c'est nous qui mangeons après. Donc voilà, on est encadré. J'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ceux qui connaissent le métier, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas aussi également à le rajouter. Je compte sur vous pour faire partager un maximum cette vidéo. Il faut que les gens voient cette vidéo et comprennent mieux cette partie-là du monde agricole, qu'on n'est pas des pollueurs intempestifs, qu'on met ce qu'on veut quand on veut, qu'on met des quantités astronomiques d'engrais. Et je ferai également d'autres vidéos explicatives comme ça que vous me donnerez en commentaire, des sujets. Donc lâchez un gros pouce bleu, partagez au maximum à votre famille pour que le message passe. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon confinement et une bonne santé également. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, salut!